Figures sound correct? Made around 400 million during your career? I don't know, it could have been. Yet end up spending more than you made, and at one point were like 50 million in debt? Yeah, that was amazing too. But how does that happen? just being reckless, and young and foolish and stuff. Léon Spink, le géant aux dents écartées qui a stupéfié le monde en battant Muhammad Ali, incarne le vainqueur non préparé, un homme propulsé dans un univers de gloire et de tentation contre lesquels il n'avait aucune défense, menant à une autodestruction immédiate et chaotique. Et Riddick Bowe, un boxeur doté de dons physiques immenses, dont l'histoire introduit la variable la plus tragique de toutes, la possibilité que le sport même qui l'a rendu riche et célèbre ait provoqué un traumatisme cérébral le rendant incapable de gérer sa vie, sa fortune ou ses propres pulsions violentes. En disséquant ces récits individuels, on peut commencer à comprendre les fils conducteurs communs, la psychologie de la richesse soudaine, l'écosystème prédateur qui entoure les boxeurs, l'absence de soutien institutionnel, et le lourd tribut physique et mental du sport. Ce n'est pas seulement une histoire d'argent perdu, c'est une histoire sur la relation complexe, souvent destructrice, entre un talent brutal, une richesse inimaginable et la fragilité humaine. L'histoire financière de Mike Tyson se comprend mieux non comme un déclin progressif, mais comme une explosion soutenue à haute vitesse. Il était un phénomène qui générait de la richesse avec une rapidité et une ampleur rarement vues dans le sport, et il la dissipait avec la même efficacité terrifiante. Son parcours, d'une fortune nette de plusieurs centaines de millions à un dépôt de bilan écrasé par les dettes, est une étude de cas sur la façon dont un pouvoir de gain sans précédent, combiné à une personnalité volatile, un manque de guidance et un environnement prédateur, peut créer la tempête parfaite pour une destruction financière. L'ampleur de la fortune. Avant d'examiner comment l'argent a été perdu, il faut saisir la magnitude de la fortune amassée par Tyson. Au sommet de sa carrière dans les années 1990, il était l'un des athlètes les mieux payés au monde, une icône mondiale dont les combats étaient des événements incontournables. Les estimations de ses gains totaux varient, mais se situent constamment dans la fourchette vertigineuse de 4 cents à plus de 600 millions de dollars. Ces sommes n'ont pas été accumulées au fil d'une longue carrière régulière, elles ont été générées en énormes rafales concentrées. À son apogée, Tyson gagnait jusqu'à 30 millions de dollars pour un seul combat, des primes capables de transformer instantanément la réalité financière de n'importe qui, et plus encore celle d'un jeune homme issu de la pauvreté et de la violence de Brownsville, Brooklyn. Ce mode de génération de richesse immense, soudain, et directement lié à des actes de domination physique, est un facteur clé pour comprendre la psychologie qui allait plus tard alimenter ses dépenses. Il a créé un état d'esprit où l'argent n'était pas une ressource à gérer et à faire fructifier, mais un prix à gagner et à consommer. Les dépenses de Tyson sont devenues légendaires, souvent citées comme des exemples classiques de dépenses extravagantes de célébrités. Mais les considérer simplement comme une liste de mauvaises décisions financières, c'est passer à côté de l'essentiel. Ces dépenses étaient une performance publique, une extension de la persona qu'il cultivait comme « l'homme le plus méchant de la planète ». La même force explosive et intimidante qu'il projetait sur le ring se reflétait dans sa vie financière, où des démonstrations écrasantes de richesse servaient d'extension à sa domination. Les chiffres donnent le vertige. Ses dépenses incluaient 6,3 millions de dollars pour une flotte de voitures et motos de luxe, une fête d'anniversaire pour ses 30 ans coûtant 580 000 dollars, et l'acquisition célèbre de tigres de Sibérie comme animaux de compagnie. Une anecdote résume la nature presque absurde de sa consommation. Après avoir acheté une voiture de sport valant plusieurs centaines de milliers de dollars, Tyson l'a conduite quelques fois, a décidé qu'il ne l'aimait pas, puis a payé quelqu'un des dizaines de milliers de dollars pour la découper et la transformer en mobilier de piscine. Ce n'était pas l'action d'un acteur économique rationnel, aussi extravagant soit-il. C'était une démonstration de pouvoir, une déclaration que sa richesse était si immense que même les objets les plus précieux étaient jetables. Ce comportement était enraciné dans une personnalité qui, de son propre aveu et selon ceux qui l'entouraient, était fondamentalement incontrôlable. Il détestait les conseils et la direction, et ceux qui tentaient de freiner ses dépenses ou son mode de vie étaient souvent confrontés à des crises puériles et à une colère intimidante. Cette configuration psychologique rendait toute gestion financière saine impossible. Les dépenses n'étaient pas un sous-produit de son succès, elles en étaient, à bien des égards, la finalité. Elles constituaient une expression brute et non filtrée de la puissance et du chaos qui avait fini par définir son identité, rendant la ruine financière non seulement probable, mais presque inévitable. Si le chaos intérieur de Tyson était le moteur principal de sa chute financière, il était aussi entouré de forces extérieures qui en profitaient. Sa volatilité personnelle et son exploitation financière étaient liées de manière symbiotique. Son rejet des bons conseils et son comportement intimidant créaient un vide dans son cercle proche, le rendant vulnérable à des figures manipulatrices capables de tirer parti du désordre. La figure centrale dans cet aspect de son histoire est le promoteur controversé Don King. La relation de Tyson avec King était entachée de méfiance, culminant dans un procès au cours duquel Tyson accusa King de l'avoir escroqué d'environ 100 millions de dollars par le biais de contrats douteux et de manipulations financières.
Cette exploitation présumée représentait une ponction massive sur ses revenus, un saignement systémique de fonds qui se produisait en parallèle à ses propres dépenses extravagantes. D'autres ponctions financières importantes aggravèrent le problème. Son divorce très médiatisé et tumultueux avec l'actrice Robin Givhan en 1989 lui coûta des millions. Plus dévastateur encore, sa condamnation pour viol en 1992 entraîna une peine de 3 ans de prison. Cela interrompit non seulement sa capacité à gagner de l'argent durant ce qui aurait dû être ses années de gloire, mais éroda également sa fortune existante à travers d'importants frais juridiques. Le cycle était vicieux. Plus il gagnait, plus il dépensait, et plus il était exploité. Son état intérieur et la prédation extérieure se nourrissaient mutuellement, créant une boucle de rétroaction qui accéléra dramatiquement sa route vers l'insolvabilité. Le crash inévitable survint en 2003, lorsque Mike Tyson, un homme qui avait gagné plus de 400 millions de dollars, déposa le bilan au titre du chapitre 11. Il déclara une dette stupéfiante de 23 millions de dollars, comprenant des millions dus à l'IRS, aux autorités fiscales étrangères, ainsi qu'un règlement de divorce de 9 millions. Sa valeur nette avait chuté de la stratosphère à un niveau profondément négatif. C'était la conclusion logique d'une décennie de dépenses incontrôlées, de problèmes juridiques et de mauvaise gestion financière. Pourtant, ce qui suivit est peut-être le chapitre le plus remarquable de son histoire financière. Le retour de Tyson après cette dévastation est un témoignage de sa résilience et une histoire de profonde réinvention personnelle. Après des années de revenus plus modestes issus de rôles au cinéma et de contrats de livres, il trouva une nouvelle voie, hautement lucrative, dans une industrie inattendue, le cannabis. Il cofonda Tyson 2.0, une marque de cannabis devenue un grand succès sur le marché américain. Certaines sources affirment que l'entreprise lui procure un revenu mensuel d'environ 900 000 $. Ce succès commercial fut complété par un retour sur le ring. En 2020, à l'âge de 54 ans, Tyson disputa un combat d'exhibition contre la légende Roy Jones Jr. L'événement fut un énorme succès commercial, générant plus de 80 millions de dollars dans le monde et apportant un gain substantiel à ses revenus personnels. En 2025, la valeur nette de Mike Tyson est estimée à environ 10 millions de dollars. C'est bien loin des centaines de millions qu'il contrôlait autrefois, mais cela représente une récupération remarquable après les abysses de la faillite. Il mènerait désormais une vie plus modeste à Las Vegas, un homme qui semble avoir dompté l'ouragan financier qu'il avait autrefois consumé. Contrairement à l'implosion financière soudaine et explosive de Mike Tyson, la chute d'Evander Holyfield fut un processus graduel et épuisant d'une guerre d'usure contre sa propre fortune. Holyfield, quadruple champion du monde poids lourd connu pour son cœur de guerrier et sa discipline sur le ring, ne perdit pas sa richesse dans un raz-de-marée d'hédonisme. Au lieu de cela, les plus de 200 millions de dollars qu'il avait gagnés au cours de sa carrière furent lentement drainés par le poids immense et écrasant d'un empire qu'il ne pouvait pas soutenir. Son histoire est ancrée dans la métaphore centrale de son gigantesque domaine d'Atlanta, un symbole de réussite ultime devenu un fardeau insoutenable, symptôme d'un échec plus large et catastrophique à gérer les coûts à long terme de son style de vie, de ses affaires et de ses vastes obligations familiales. Au cœur du récit financier de Holyfield se dresse son manoir de 5000 m² dans le comté de Fayette, en Géorgie. C'était plus qu'une maison, c'était un monument à son succès, l'incarnation physique de son surnom, Real Deal. L'échelle défiait presque la compréhension pour une résidence privée, 109 pièces, une salle de cinéma de 135 places, un bowling, 2 piscines et une salle à manger pouvant accueillir 100 invités. Il aurait payé 30,8 millions de dollars en liquide pour la propriété, un investissement colossal qui ne fut que le début de son drain financier. Le véritable coût du manoir n'était pas son prix d'achat, mais ses frais de fonctionnement vertigineux. La propriété nécessitait environ 1 million de dollars par an rien qu'en impôts et entretien. Les coûts pour des besoins comme le jardinage, la climatisation et l'électricité étaient comparables à ceux d'un hôtel de luxe plutôt qu'à ceux d'une maison familiale. Cela révèle une incompréhension fondamentale de la gestion d'actifs. Holyfield avait acquis une institution sans garantir les revenus institutionnels nécessaires pour la soutenir. Le manoir devint un trou noir financier, siphonnant continuellement ses ressources bien après ses années de revenus maximaux. La fin inévitable survint en 2008. Face à des dettes croissantes, le domaine de Holyfield fut saisi. À un moment donné, il devait au moins 14 millions de dollars sur l'hypothèque. La propriété fut finalement vendue aux enchères publiques à une banque pour seulement 7,5 millions de dollars, une perte financière catastrophique. Voici la traduction du texte en français. Le 109 pièces Albatros, autrefois le symbole ultime de sa richesse, était devenu le monument funéraire de sa fortune. Le mirage entrepreneurial en plus du drain incessant de son patrimoine, une série de forêts désastreux dans le monde des affaires ont aggravé la situation. Holyfield a tenté d'utiliser son nom et son capital pour créer de nouvelles sources de revenus, mais ses entreprises ont échoué à chaque fois, accélérant son déclin financier. Sa liste d'échecs comprend un label de disques, Real Deal Records, qui lui a coûté environ 3,08 millions de dollars, 2,3 millions de livres sterling.
Une entreprise de restaurant non rentable s'est avérée encore plus coûteuse, faisant fuir 11,1 millions de dollars, 7,6 millions de livres sterling, de sa fortune. Au-delà de ses investissements majeurs, il a attaché son nom à une série de produits plus petits, presque comiquement impopulaires, notamment sa propre ligne de sauce barbecue, un grill de cuisine et même un extincteur d'incendie. Aucun de ces produits n'a généré de bénéfices. Pour aggraver les choses, Holyfield a développé une propension pour les jeux de hasard à haut risque. Il a perdu des sommes importantes en pariant sur une variété de sports dans les casinos de Las Vegas et d'Atlantic City, une habitude qui a encore érodé son capital en baisse. Chaque échec et chaque pari perdu a été un nouveau coup, contribuant à la lente mais constante hémorragie de sa richesse. Le troisième point de pression majeur sur les finances de Holyfield était sa vie familiale extensive et complexe. Au cours de sa vie, il a eu 11 enfants avec 5 femmes différentes et a traversé 3 divorces. Même si c'est une question personnelle, cela a eu des conséquences financières profondes et handicapantes. Le coût permanent des paiements de soutien aux enfants est devenu un fardeau énorme, en particulier à mesure que ses revenus de la boxe ont diminué. Ces difficultés sont devenues publiques et ont conduit à des problèmes juridiques graves. En 2012, il devait environ 500 000 $ en arriérés de pension alimentaire, une défaillance qui le menaçait de temps de prison potentiel. Dans un cas, sa propre fille de 18 ans l'a poursuivi en justice pour 372 000 $ de frais de maintenance impayés. Lors des procédures judiciaires, il a été révélé que même si le revenu mensuel brut de Holyfield était autrefois supérieur à 600 000 $, il avait maintenant du mal à faire des paiements de quelques milliers de dollars. Il a déploré la difficulté de sa situation, déclarant « Faire face à toutes les mères de tous mes enfants, il n'y a pas de gagnant ici, mec, pas de gagnant du tout. » L'histoire de Holyfield démontre un type différent d'illettrisme financier de celui de Mike Tyson. Ce n'était pas uniquement un cas d'hédonisme impulsif, mais plutôt un échec catastrophique de planification financière à long terme. Il semblait fonctionner sous l'hypothèse que les revenus de championnat étaient perpétuels. Il a simultanément pris en charge les passifs d'une grande entreprise, la maison, d'un capital risqueur, les entreprises, et du patriarche de plusieurs grandes familles, sans structure financière durable pour soutenir l'un d'entre eux. Il était un maître de la discipline à l'intérieur du ring, mais il manquait de prévoyance et de système de soutien pour gérer la richesse générationnelle en dehors de celui-ci. En 2012, Evander Holyfield a été déclaré en faillite. La ruine financière était si complète qu'il a été contraint de mettre aux enchères ses possessions les plus précieuses et ses souvenirs de carrière dans ce qui a été décrit comme l'une des plus grandes ventes d'objets de sport au monde. Les articles à vendre comprenaient ses ceintures de championnat du monde élégant, les bottes et la robe de la célèbre Beat Fight de 1997 contre Mike Tyson. Aujourd'hui, sa valeur nette est estimée à environ $1 million, une fraction minuscule des plus de 200 millions de dollars qu'il a gagnés au cours de sa carrière prestigieuse. Il a tenté de rester actif avec une société de promotion de boxe et des conférences, mais son statut financier est définitivement diminué. Son parcours d'une fortune à 9 chiffres à la quasi-destitution sert de puissant avertissement sur la façon dont même les plus grandes fortunes peuvent être perdues non pas dans un seul coup de knockout, mais à travers 1000 coupures. La ruine financière de Joe Louis se distingue comme une tragédie historique profonde. Contrairement aux blessures auto-infligées de l'extravagance, de la dépendance ou de la mauvaise gestion qui ont touché d'autres champions, la destruction de la richesse de Louis a été imposée par des forces externes. Son histoire est une ironie cruelle dans laquelle son profond patriotisme et sa générosité profonde ont collidé avec un système fiscal de guerre rigide, complexe et punitif. Il était un icône national célébré pour son caractère et son service, mais il a été poursuivi dans la pauvreté par le gouvernement qu'il servait avec fierté. La chute de Louis n'était pas un échec personnel, mais une catastrophe bureaucratique, le contre-récit ultime au trope de l'athlète irresponsable. Pour comprendre l'injustice du sort financier de Joe Louis, il faut d'abord apprécier la profondeur de son caractère. Né dans une nation riche en ségrégation, Louis a transcendé les barrières raciales de son époque pour devenir un symbole d'unité et de force américaine, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Son patriotisme n'était pas passif, il a été démontré à travers l'action et des sacrifices personnels immenses. Lorsque la guerre a commencé, il a interrompu sa carrière de boxe lucrative et s'est enrôlé comme simple soldat dans l'armée américaine, gagnant un salaire maigre de seulement 21 $ par mois. Pendant son service, il n'a pas vu de combat, mais il a participé à 96 matchs d'exhibition devant environ 2 millions de soldats. Ses contributions les plus importantes, cependant, étaient financières. Dans une démonstration extraordinaire de générosité, Louis a donné l'intégralité de ses gains de 2 combats de championnat au Fonds de secours militaire. Juste un mois après l'attaque de Pearl Harbor, il a donné ses 65 200 $ de frais, une somme équivalent à plus de 700 000 $ en argent d'aujourd'hui, au Fonds de secours naval. Moins de 3 mois plus tard, il a suivi cela en donnant sa bourse de 45 882 $ d'un autre combat au Fonds de secours de l'armée. Au total, il a donné plus de 100 000 $ à l'effort de guerre, une fortune à l'époque. Ces actes étaient une extension d'une habitude de générosité toute sa vie. Des années plus tôt,
il avait volontairement remboursé toutes les allocations de welfare que sa famille avait reçues pendant la Grande Dépression et avait souvent aidé des amis, des membres de la famille et même des étrangers dans le besoin. Ce sont ces actes de charité patriotique qui sont devenus le mécanisme de sa destruction financière. Le problème résidait dans la structure obscure et impitoyable du code fiscal américain. Bien que Louis ait intentionnellement donné l'argent directement au fonds de secours, les bourses étaient techniquement payées à lui en premier. Puisqu'il a endossé les chèques, le service des impôts internes IRS a classé les montants complets comme revenus personnels imposables. Cette subtilité bureaucratique a eu des conséquences dévastatrices. Le contexte des lois fiscales de l'époque a rendu la situation catastrophique. Sous la présidence de Franklin D. Roosevelt, et pour financer l'effort de guerre, le taux d'imposition marginal le plus élevé avait grimpé à 90%. Cela signifiait que Louis était soudainement confronté à une énorme responsabilité fiscale sur de l'argent qu'il n'avait jamais gardé. Dans un mouvement d'indifférence bureaucratique stupéfiant, l'IRS a refusé de lui permettre de déduire ses dons comme contribution caritative. Le système était si rigide qu'il lui a même refusé une déduction pour $3000 de billets qu'il avait personnellement achetés pour que les soldats assistent à l'un des combats de charité. Il était piégé dans un cauchemar financier né de sa propre bonne volonté. Son patriotisme avait, dans un sens littéral et financier, été utilisé contre lui par un système incapable de reconnaître la substance de ses actes par rapport à leur forme technique. Cette première décision fiscale a déclenché une vie de dettes inévitable. À la fin des années 1940, Louis s'est retrouvé avec plus de $500 000 de dettes envers l'IRS en impôts impayés. Avec les intérêts composés chaque année, cette dette a gonflé à plus de $1 million au cours des années 1950. L'IRS a été implacable dans sa poursuite de cette dette, le harcelant pour le reste de sa vie. La pression financière l'a forcé à sortir de la retraite en 1949, bien après son âge d'or, simplement pour gagner de l'argent pour payer le gouvernement. Il a combattu César Charles pour le championnat en 1950 et a perdu. L'année suivante, à l'âge de 37 ans, il a affronté un jeune et invaincu Rocky Marciano. Le combat lui a valu une bourse de $300 000, mais après avoir payé le taux d'imposition de 90% sur ses gains, ce qui restait était une misère qui n'a fait que peu pour réduire sa dette principale. Le combat contre Marciano s'est terminé par un knockout brutal, une fin triste et définitive à la carrière de l'un des plus grands champions de boxe. L'impitoyabilité de la poursuite de l'IRS était stupéfiante. Lorsque sa mère est décédée en 1953, l'agence a rapidement saisi les $667 qu'elle lui avait laissés dans son testament. Cette poursuite impitoyable révèle un aspect plus profond et plus troublant de l'histoire de Louis. En tant que héros afro-américain éminent dans une nation ségrégée, il a été célébré comme un symbole, mais n'a pas bénéficié de la protection des systèmes qu'il représentait. Il manquait d'accès à des conseils juridiques et financiers sophistiqués qui auraient pu naviguer dans ces complexités fiscales et protéger un athlète blanc dans une situation similaire. Sa ruine financière n'était pas seulement une tragédie personnelle, c'était un reflet de l'inégalité structurelle et de l'indifférence bureaucratique de son époque. Incapable de boxer, Louis a pris n'importe quel travail qu'il pouvait trouver pour satisfaire les percepteurs d'impôts. Il est devenu un lutteur professionnel, un sport pour lequel il n'avait aucune formation et qui a abouti à des blessures graves, notamment des côtes écrasées et des dommages cardiaques qui l'ont laissé en douleur chronique. Il a fait des apparitions en tant qu'invité dans des émissions de quiz, et dans le chapitre le plus poignant de son déclin, a terminé ses jours en travaillant comme accueillant au Caesars Palace à Las Vegas, une légende vivante réduite à une attraction de casino. Il est décédé en 1981, toujours endetté envers le gouvernement. Dans une ironie finale et touchante, son ancien rival allemand des années 1930, Max Schmeling, qui était devenu un homme d'affaires prospère, a aidé Louis financièrement pendant ces dernières années et a finalement contribué à payer ses frais funéraires. Joe Louis, le héros de l'Amérique, a été brisé par le pays qu'il a servi, un symbole puissant et durable de la façon dont les forces systémiques peuvent écraser même les plus grands individus. Alors que certains champions voient leur fortune s'éroder au fil des décennies, d'autres connaissent un effondrement beaucoup plus rapide et plus grave. Les histoires de Léon Spink et Riddick Bowe sont des récits parallèles d'êtres submergés, de champions dont le temps au sommet du sport a été bref, mais dont les chutes ultérieures ont été calamiteuses. Spink a été victime du projecteur aveuglant, sa soudaine célébrité et sa richesse agissant comme carburant pour un incendie de destruction de soi préexistant. Bowe, un homme d'un immense talent, a vu sa carrière et sa vie dérailler par ses propres impulsions violentes et les conséquences physiques brutales du sport, soulevant des questions profondes sur les coups cachés de la boxe. L'histoire de Léon Spink est une étude de cas classique de l'impact psychologique de « trop tôt ». En février 1978, dans l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la boxe, Spink, un médaillé d'or olympique de 1976 avec seulement 7 combats professionnels, a battu le légendaire Muhammad Ali pour devenir le champion du monde des poids lourds incontestés. C'était un événement qui a changé sa vie, le catapultant de l'obscurité relative à la célébrité mondiale et à la richesse, une transition pour laquelle il n'était absolument pas préparé. Son règne en tant que champion a duré seulement 7 mois avant de perdre le titre contre Ali dans un match revanche.
Cependant, les récompenses financières étaient substantielles, y compris une bourse de 3,5 millions de dollars pour le deuxième combat. Mais cette nouvelle richesse a été rapidement dilapidée. Spink manquait de fondation personnelle et de système de soutien pour gérer son nouveau statut, et sa vie est descendue dans un cycle chaotique d'indulgence. Sa fortune a été rapidement consommée par un mode de vie de boissons, drogue et fêtes. Il a admis un jour, tout ce que je me souciais, c'était d'aller à la prochaine fête et avec qui j'allais me droguer. Ma vie était la cocaïne, le cannabis, les voitures et les femmes. Et j'ai apprécié. La vitesse de sa descente était alarmante. 2 mois seulement après avoir remporté le titre, Spink a été arrêté pour conduite sans phare et pour possession de petites quantités de marijuana et de cocaïne, bien que les charges aient été abandonnées par la suite. Son dévouement au sport a disparu, l'entraînement est devenu un simple inconvénient pour sa vie remplie de fêtes. Contrairement à son frère, Michael Spink, qui a pris sa retraite avec une fortune, Léon est devenu une figure périphérique de la boxe, se battant pour des sommes insignifiantes et mettant fin à sa carrière en 1995 avec un bilan de 26 victoires, 17 défaites et 3 matchs nuls. Son histoire est une illustration frappante d'un individu qui a remporté le plus grand prix du sport mais qui manquait de mécanismes d'adaptation pour survivre à la victoire, conduisant à une implosion immédiate et presque totale de sa carrière et de ses finances. Riddick Big Daddy Bowe était un combattant d'un immense talent naturel, un poids lourd charismatique et puissant qui a battu Evander Holyfield en 1992 pour devenir le champion du monde incontesté. Son pouvoir d'earning était énorme, en 1995 seul, Forbes a évalué ses gains à 22,2 millions de dollars. Et il a commandé des bourses allant jusqu'à 7 millions de dollars pour un seul combat. Cependant, sa carrière et sa vie ont été finalement définies non pas par ses réalisations sur le ring, mais par son comportement erratique et un acte criminel choquant en dehors de celui-ci. L'événement déterminant de la chute de Bowe s'est produit en février 1998, lorsqu'il a été arrêté pour avoir kidnappé son ex-femme, Judy, et leurs 5 enfants de leur maison en Caroline du Nord. Croyant que l'acte réconcilierait son mariage, il a menacé sa femme avec un couteau et d'autres moyens de contrainte, les a forcés, ainsi que les enfants, à monter dans un véhicule, et s'est dirigé vers sa maison dans le Maryland avant d'être arrêté par la police. Il a été reconnu coupable de violences domestiques inter-États et a finalement purgé 17 mois de prison fédérale. L'effondrement financier de Bowe a suivi son effondrement personnel. En octobre 2005, il a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11, énumérant plus de 4,1 millions de dollars en créances contre lui de la part de divers créanciers. Il a plus tard affirmé qu'un ancien manager lui avait volé 15 millions de dollars, bien qu'il ait choisi de ne pas poursuivre l'action en justice. Sa vie après la boxe a été marquée par la lutte. Après un bref et infructueux retour, il a apparemment pris un emploi de conducteur d'autobus. Cependant, le récit de Bowe contient une variable critique et tragique qui complique tout jugement simple de ses actes, l'impact des lésions cérébrales. Lors de sa condamnation pour enlèvement, le juge a explicitement cité les lésions cérébrales de la boxe comme raison pour imposer une peine initiale clémente, notant que les dommages causés par les coups à la tête avaient probablement altéré son jugement. Les neurologues ont témoigné que Bowe souffrait de lésions cérébrales légères à modérées, un syndrome courant chez les anciens boxeurs. Plus tard, lors de sa tentative de retour, il lui a été refusé une licence de boxe par l'État du Tennessee en raison de préoccupations concernant sa santé. Cela soulève une question profonde et inquiétante: dans quelle mesure les actes criminels violents de Bowe et la mauvaise gestion financière qui a suivi étaient-ils le produit d'une altération cognitive causée par le sport même qui l'a rendu riche? Son histoire n'est pas seulement celle de mauvais choix ou d'un caractère défectueux. Voici la traduction du texte en français. Il s'agit potentiellement de l'histoire d'un homme dont la capacité de prise de décision rationnelle a été détruite par sa profession. L'implosion violente de Bowe sert de témoignage tragique au coup caché et altérant la vie de la boxe poids lourd. Les histoires individuelles de ces 5 champions poids lourds, bien que uniques dans leurs détails, peignent collectivement une image vivante de la nature multifacette de la ruine financière dans la boxe professionnelle. En passant de leurs récits distincts à une analyse plus large, on découvre un ensemble de thèmes récurrents et d'échecs systémiques qui relient leur destin. En synthétisant leurs expériences, nous pouvons identifier les pressions communes, psychologiques, environnementales et physiques, qui rendent ces athlètes célébrés si vulnérables à la chute des sommets les plus élevés aux profondeurs les plus basses. Note: j'ai essayé de conserver le sens et le ton original du texte, tout en adaptant la formulation pour qu'elle soit naturelle et fluide en français.